Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Cléopâtre, un rêve de puissance, de Maurice Sartre, lu par Marie Daguerre. Introduction. Une reine à Rome. Rome au mois de mars. Le printemps s'annonce, mais le soleil peine à chasser l'humidité de cette fin d'hiver. Dans une somptueuse villa de la rive droite du Tibre, une femme enceinte attend sa délivrance. Malgré son jeune âge, 25 ans, elle a déjà été mariée 2 fois. Mariage de pure forme, et dont le premier s'est soldé par la mort violente de l'époux. Le second mari est là, mais ne compte pas. L'enfant qu'elle porte n'est d'ailleurs pas celui d'un époux, mais celui d'un amant. Un homme bien plus âgé qu'elle, qui va vers ses 56 ans, un homme marié, bien entendu. Marié 3 fois même. Il vit avec son épouse actuelle depuis 15 ans. C'est d'ailleurs bien pour atténuer le scandale que constitue sa présence à Rome que la jeune maîtresse a été reléguée dans cette luxueuse villa au-delà du Tibre. Car ses amours illicites n'avaient aucune chance de rester clandestines, la qualité des protagonistes les plaçant au premier rang des gens en vue dans la ville. Lui surtout. C'est Caius Julius César, l'homme le plus puissant de Rome, qui a obtenu le titre de dictateur à vie un mois plus tôt, le 14 février 44. Ses partisans les plus entreprenants tentent d'imposer un changement de régime qui ferait de lui un roi. Dès le 15 février, son fidèle Marcus Antonius, lors de la fête des Lupercales, lui a tendu un diadème royal qu'il a repoussé, sous les acclamations. D'autres agissent plus subtilement. On a retrouvé un matin des statues de lui ceintes du diadème. Des tribuns de la plèbe ont fait ôter les bandeaux royaux, mais César a destitué les tribuns. Elle, c'est la reine Cléopâtre, fille du roi Ptolémée XII, Néos Dionysos, qui, après la mort de son père en 51, s'est trouvé régner avec son frère et époux, Ptolémée XIII Philadelphe, de 7 ans son cadet, puis, après la mort de celui-ci en janvier 47, avec son second frère époux, encore un Ptolémée, 14 Philopator, un adolescent de 15 ans maintenant. Il est là, à Rome, avec elle. Elle entretient une liaison avec le Romain depuis la fin de l'été 48 et la rejoint à Rome depuis quelques mois. Mais en ce 15 mars 44, sa décision est prise depuis longtemps de rentrer à Alexandrie, sa capitale, puisque son amant s'apprête à partir pour une campagne contre les Parthes le 18 mars. Cependant, la retiennent à Rome sa grossesse et surtout la saison, peu propice à la navigation. Certes, on a célébré quelques jours auparavant, le 5 mars, la grande et joyeuse fête des Ploiaphésia, du lâcher de navires, celui de la déesse Isis, le Navigium Isidis, qui marque traditionnellement la réouverture de la mer sous son patronage. Mais la mer reste dangereuse, et mieux vaut attendre les beaux jours. Aujourd'hui, César doit participer à une réunion sans grande importance au Sénat. Il l'a fait avertir qu'il n'y ferait voter aucune mesure qui engage l'avenir, car les présages ne sont pas favorables. Peut-être passera-t-il la voir plus tard. Elle ne l'a pas vue depuis quelques jours. César ne reviendra jamais la retrouver. Le même jour, à peine entré dans la curie de Pompée où se réunit le Sénat, il est assailli par un groupe de sénateurs ligués contre lui et percé de 23 coups de poignard. Cléopâtre se retrouve seule, étrangère que son statut de reine protège pour l'instant, mais que ses adversaires n'ont aucune raison d'épargner. Là où le romancier se lancerait dans une longue description de la douleur de la femme, des craintes de la future mère ou des calculs de la souveraine, l'historien tout à coup hésite face au vide de sa documentation et doit se contenter d'observer que, sans beaucoup attendre, la jeune reine quitte Rome. À la mi-avril, elle est déjà partie,
fait peut-être étape à Athènes et regagne sa capitale. Encore l'historien est-il empli de remords d'avoir présenté des faits dont il sait que beaucoup sont incertains. Est-elle vraiment enceinte? César est-il le père? Accouche-t-elle en chemin? Est-elle vraiment mariée à son jeune frère? Les dates, en dehors du 15 mars, sont-elles exactes? Il lui faut donc ajouter de multiples notes pour dire combien subsiste d'incertitudes dans ce bref récit et combien d'hypothèses différentes ont été élaborées par des savants compétents, hypothèses qu'il lui faut examiner avec soin avant de les écarter ou de les adopter. Car ainsi vont les biographies des personnages les plus illustres de l'Antiquité. L'historien le plus scrupuleux se trouve souvent réduit au silence sur des aspects essentiels de la vie de son héros. S'agissant de Cléopâtre, les difficultés ne sont pas moindres, même si la documentation paraît plus abondante que pour d'autres hommes et femmes de son temps. Le personnage a donné lieu à tant de romans, films, pièces de théâtre, opéras, comédies musicales, tableaux, sculptures et autres œuvres plus ou moins marquées du sceau du talent, que l'on peut se demander si une histoire véridique peut encore intéresser qui que ce soit. L'historien peut-il aller à l'encontre des rêves ou des fantasmes du plus grand nombre? Et l'on sait depuis longtemps que les réalités ne l'emportent jamais sur les illusions, l'histoire sur le mythe. N'y a-t-il pas encore sur notre planète nombre de gens qui cherchent et trouvent, affirme-t-il, l'Atlantide? Il faut faire une place aux mythes qui entourent Cléopâtre, car ils ont, dès l'Antiquité, fortement orienté les récits des anciens et, au final, l'image qu'ils nous ont transmise de la reine, mais la tâche de l'historien consiste à en percer l'épaisse carapace pour essayer de retrouver au plus près les réalités d'un règne. Les difficultés qu'affronte le biographe sont redoutables. Je ne crois pas excessif d'affirmer que Cléopâtre compte parmi les personnages les plus connus de l'Antiquité, sans aucun doute la femme à laquelle a été consacré le plus grand nombre d'ouvrages en tout genre, pas très loin derrière Alexandre le Grand et César. Je laisse de côté Jésus qui appartient à un autre monde, bien loin devant Périclès, Auguste ou Constantin. Or, les lacunes documentaires sont immenses. Si l'on est capable de fixer avec une relative certitude le moment de sa naissance, on ne sait rien de son enfance, de son éducation, de sa formation. Des doutes importants subsistent sur son statut, fille légitime ou non, et on ne la découvre réellement que lorsque son père l'impose comme reine, associée à son frère. Alors qu'elle règne pendant plus de 20 ans, son rôle comme souveraine en Égypte et sur les autres territoires qui font partie de son royaume nous échappe le plus souvent, et l'on connaît peu de ses actes officiels, comme des ordonnances ou des lettres. C'est plutôt dans le domaine de la politique extérieure, comme on dit aujourd'hui, qu'on la voit en action, mais par intermittence. Car, malgré l'immense intérêt qu'elle suscite dès l'Antiquité, aucun historien grec ou romain ne lui a consacré une biographie en propre. Elle figure dans les biographies consacrées à César, à Antoine, à Auguste, par Plutarque ou par Suétone. Elle est mentionnée fréquemment par les historiens de la Rome républicaine, Velleius Paterculus, Florus, Appien, Dion Cassius, mais bien plus comme la maîtresse de César puis d'Antoine que comme une reine poursuivant ses propres objectifs politiques. Lorsque par hasard elle passe au premier plan, c'est pour de mauvaises raisons. La propagande d'Octave, avant comme après Actium, s'emploie à peindre Antoine comme le jouet de la reine, son complice, prêt à lui vendre les biens de Rome en Orient. Elle devient alors l'Égyptienne, une orientale rusée, ce qui permet aussi de faire passer Actium pour une victoire sur un royaume étranger, non comme la conclusion d'une guerre civile entre deux Romains ambitieux. Poète laudateur du nouveau maître de Rome, Virgile, Horace, Properce et plus tard Lucain prennent alors le relais pour traîner dans la boue la reine vaincue. Plus grave pour l'historien, dès que César ou Antoine s'occupent ailleurs qu'en Égypte, Cléopâtre sort de la scène de l'histoire, comme si la vie s'arrêtait pour elle dès que ses amants s'absentent. Et l'historien se trouve ainsi face au vide, presque total, de la documentation.
À bien des égards, Cléopâtre subit les effets des conceptions sexistes des historiens de toutes les époques. Alors qu'elle est plusieurs fois reine seule et que, lorsqu'un frère règne avec elle, elle domine souvent cet associé, on préfère la considérer d'abord comme la maîtresse de César, puis comme l'épouse d'Antoine, et fort logiquement, on finit par se demander si elle ne va pas essayer de séduire Octave. Il ne s'agit pas de minimiser l'influence que ces liaisons amoureuses ont pu avoir sur ses choix politiques, ou l'inverse, elle n'a certes pas choisi ses amants au hasard. Encore faut-il ne jamais perdre de vue qu'elle est reine, descendante d'une illustre et puissante dynastie, et qu'au-delà de ses passions amoureuses, dont il faudrait essayer de sonder la sincérité et la profondeur, la reine nourrit un projet politique pour elle-même et pour son royaume. L'histoire de Cléopâtre s'insère naturellement dans l'histoire de Rome, mais elle n'est pas que cela. On aimerait ici réintroduire Cléopâtre dans l'histoire agitée de la Méditerranée orientale entre la fin des années 50 et l'année 30, qui marque à coup sûr l'ouverture d'une ère nouvelle. Le retour de la paix civile à Rome ne met pas fin à toutes les difficultés, mais supprime l'une des causes les plus manifestes des souffrances des provinces du Proche-Orient, les exactions et destructions incessantes causées par les combats entre armées romaines rivales. Si Cléopâtre appartient à l'histoire de Rome, c'est d'abord parce qu'elle dut sans cesse s'efforcer de tenir son royaume à l'abri des guerres fratricides, opposant les impératores romains entre eux, César et Pompée d'abord, Antoine et Octave ensuite. Mais son action, même en politique extérieure, ne se réduit pas à ce seul aspect des choses. La documentation dont dispose l'historien, sans être indigente, n'a de guère à sortir du champ 1000 fois rebattu de ses relations avec Rome et ses illustres représentants. Dès l'Antiquité, les anecdotes, les ragots, parurent plus séduisants qu'une froide analyse de la politique royale. La propagande hostile d'Octave, soigneusement relayée par les poètes contemporains tels Virgile, Horace et Properce, poussa nombre d'historiens à dévaloriser Cléopâtre en réduisant sa biographie à une série d'aventures galantes et de gestes spectaculaires sans portée politique durable. Les historiens de l'Antiquité, dont on a déjà cité au passage les principaux, écrivent tous avec un recul qui aurait dû rendre moins efficace la propagande octavienne, mais il n'en est rien. La doctrine officielle fut reprise inlassablement, même chez un grec d'Égypte comme Appien d'Alexandrie, au IIe siècle après notre ère. Il nous faudra néanmoins considérer l'ensemble du discours des anciens sur la reine pour tenter de comprendre comment elle a pu à la fois opérer une séduction indéniable sur eux et provoquer un rejet quasi unanime comme femme de pouvoir, manipulatrice et séductrice, ultime rejeton d'une dynastie dévoyée et d'un monde qui meurt. Pour être historien, ils n'en sont pas moins des hommes de leur temps, avec tous les préjugés en vigueur au sujet des femmes qui exercent le pouvoir. On aura à inscrire Cléopâtre dans la longue liste des femmes victimes des ragots infâmes qui s'attachent à celles qui règnent sans la tutelle d'un homme. Il faudra aussi explorer d'autres voies, analyser la situation réelle du royaume et de ses habitants, mettre en série les documents économiques qui survivent, s'inquiéter du rôle des temples et des prêtres, faire l'inventaire de ses initiatives en matière de construction et d'embellissement, mettre en relief l'image que la reine veut donner d'elle par ses monnaies, par ses images officielles, comme reine grecque et comme pharaon, mesurer l'étendue de ses relations et de son influence hors du royaume. Vaste programme, qu'il sera souvent difficile de tenir faute de documents, mais qu'il faut néanmoins mettre en œuvre, quitte à conclure par un aveu d'ignorance. Car nos ignorances sont immenses, y compris sur des aspects essentiels. J'évoquais en commençant le cas de ce fils né sans doute de ses amours avec César, Ptolémée XV dit Césarion. Est-il né en 47 ou seulement en 44 ? On y reviendra en temps voulu, et il faudra prendre parti, donc prendre des risques. Du moins faudra-t-il dire quelles sont les données du problème et en mesurer les enjeux historiques. Il en est d'autres plus importants pour lesquels les documents font largement défaut.
comment Cléopâtre administra-t-elle son royaume? Quelles furent ses relations avec les temples, ceux d'Alexandrie et ceux du pays profond? Quel sort réserva-t-elle à ces institutions glorieuses, on pourrait parler d'institutions phares si l'on ne craignait un mauvais jeu de mots, qu'étaient le musée et la bibliothèque? Après la défaite d'Actium, quels furent ses projets, quels étaient ses atouts? Et pourquoi se donna-t-elle la mort plutôt que d'affronter l'avenir? Chapitre 1er. La descendante. Nul registre ne porte trace de la naissance d'une nouvelle princesse à la cour d'Alexandrie au début des années 60 avant notre ère. Les recensements minutieux auxquels se livrait l'administration du royaume depuis des siècles auraient pu conduire à la tenue d'un état civil régulier, mais comme ces opérations visaient à établir l'assiette de l'impôt, il n'était guère utile d'enregistrer ceux qui étaient les bénéficiaires de cette collecte. Nulle trace donc de la naissance de cette petite princesse, et les historiens qui, dès l'Antiquité, n'ont pas manqué de parler d'elle abondamment, n'ont pas eu la curiosité de savoir avec précision quand elle était venue au monde. Ce n'est qu'au détour d'une phrase, dans une biographie où elle occupe une place importante, mais dont elle n'est pas l'héroïne principale, celle de Marc-Antoine, que Plutarque précise que Cléopâtre avait 39 ans au moment de sa mort, après un règne de 22 ans. Comme elle est morte sans doute le 12 août 30, elle serait donc née entre septembre 70 et début août 69. La plupart des historiens s'accordent là-dessus et retiennent 69 comme année de naissance. Mais il ne faut pas exclure la fin de l'année 70, car Plutarque signale ailleurs qu'au début 30, Cléopâtre célébra avec faste l'anniversaire d'Antoine, il est né un 14 janvier, alors qu'elle avait fêté très discrètement le sien peu auparavant, soit entre le retour d'Actium vers le 10 septembre et le 14 janvier, si on considère le plus large créneau possible, mais plus probablement entre décembre et début janvier. Elle serait donc née en décembre 70 ou début janvier 69. Fille légitime? Strabon, contemporain de la future reine et bon connaisseur de l'histoire de son temps, sème le doute sur la légitimité de sa naissance. En effet, le savant historien et géographe Damazeia Dupont soutient que, au moment où le peuple d'Alexandrie le chassa de son royaume en 58, Ptolémée XII Aulète avait 3 filles, dont l'une, l'aînée, était légitime, c'est Bérénice IV, dont Strabon ne donne pas le nom, mais il est fourni par Dion Cassius, et son rôle déterminant dans les événements de 58 montre qu'elle était nettement plus âgée que Cléopâtre, et de fils en bas âge. L'épithète employée par Strabon, Gnésia, ne laisse aucune place au doute. Bérénice seule serait née du mariage de Ptolémée XII avec son épouse légitime, Cléopâtre Tryphéna, alors que les enfants ultérieurs sont d'une ou plusieurs autres mères. Mais est-ce vraiment le cas pour Cléopâtre? Et si oui, peut-on deviner qui est sa mère? L'imprécision de Strabon a suscité les hypothèses les plus fantaisistes alors que l'on est réduit à l'ignorance. La légitimité de la naissance, que les Grecs considèrent comme un élément essentiel de la stabilité de la société dans les cités où la citoyenneté se transmettait par le père et la mère, comme dans l'Athènes classique, n'avait guère d'intérêt dans les familles royales à l'époque hellénistique. Nombre de prétendants au trône à Antioche, par exemple, revendiquent la couronne et quelquefois s'en emparent en se targuant d'être le bâtard d'un roi légitime. Alexandre Balas serait un bâtard d'Antiochos IV, Alexandre Zabinas celui d'Alexandre Balas. À Pergame, Aristonikos, qui conduit la révolte contre Rome en 133-129, se prétend bâtard d'Eumène II et prend, pour le souligner, le nom royal d'Eumène III. Dans le contexte que décrit Strabon, ce n'est pas tant la légitimité de Bérénice qui pousse les Alexandrins à l'installer sur le trône de son père que le fait qu'elle seule est sortie de l'enfance en cette année 58. Elle est née entre 78 et 75, donc désormais en âge d'être mariée, puisqu'elle épouse le Séleucide Séleucos VII en 56
et après son assassinat se remarie avec le grand prêtre Archélaos de Comana. Elle a donc entre 17 et 20 ans en 58, alors que Cléopâtre n'en a que 11 ou 12, Arsinoé moins de 10, Ptolémée XIII 3 ou 4 et Ptolémée XIV 1 an tout au plus. Il faut par conséquent relativiser l'affirmation de Strabon et considérer que la raison qu'il donne de la proclamation de Bérénice comme reine n'est peut-être pas la bonne. Sans écarter la possibilité d'une naissance illégitime de Cléopâtre, il s'agit d'en comprendre le sens et la portée. Ptolémée XII était mariée à sa sœur, ou peut-être cousine si elle est fille de Ptolémée X, Cléopâtre Tryphéna, mère de Bérénice IV. Or, à l'automne 69, Tryphéna disparaît des nomenclatures officielles, soit qu'elle soit morte, soit qu'elle ait été disgraciée. Selon un renseignement fourni par le seul Porphyre de Tyr, une Tryphéna aurait remplacé Ptolémée XII en 58 pendant son exil à Rome et serait morte en 57 avant d'être remplacée par sa sœur Bérénice IV. Mais on peut se demander si Porphyre ne confond pas cette Tryphéna avec la mère de Bérénice IV, car il serait curieux que Strabon affirme que Ptolémée XII avait 3 filles, s'il faut compter avec une 4e, plus âgée, une Cléopâtre Tryphéna, homonyme exact de l'épouse royale. Tout au plus, on pourrait admettre que Tryphéna l'épouse, redevenue simple personne privée depuis fin 69, se soit emparée du trône lors de la fuite de son ex-époux, peut-être associée à sa fille, avant d'être à son tour éliminée par celle-ci. Dans l'état actuel de la documentation, on ne peut éclaircir ce point de façon décisive. Mais il est tentant d'adopter le point de vue de Strabon, plutôt que celui de Porphyre de Tyr, car il faudrait admettre que Strabon, qui donne par ailleurs tant de renseignements exacts et qui a fréquenté Alexandrie, aurait commis 4 erreurs dans cette affaire. Ptolémée XII n'aurait pas une fille légitime mais 2, Bérénice ne serait pas l'aînée mais la seconde, Ptolémée XII n'aurait pas 3 filles vivantes en 58 mais 4, et les Alexandrins placeraient sur le trône non pas une fille mais 2. Mieux vaut donc écarter le témoignage de Porphyre comme fautif et se fier à Strabon. Si l'on admet l'affirmation de Strabon que seule Bérénice est légitime, il reste à expliquer l'origine illégitime de Cléopâtre. Beaucoup, se saisissant d'une indication souvent répétée, à savoir que Cléopâtre connaissait l'égyptien, ont voulu mettre cette maîtrise de la langue du peuple en relation avec sa propre origine. Elle serait le fruit d'une union de Ptolémée avec une concubine égyptienne. Ou peut-être, pour reprendre une hypothèse avancée par plusieurs savants, d'une épouse selon un mariage égyptien, donc non légal aux yeux des Grecs. L'un des meilleurs historiens récents de l'Égypte hellénistique, Werner Huss, a soutenu que cette connaissance du démotique, c'est-à-dire égyptien, s'expliquait par le fait que la mère de Cléopâtre serait une femme appartenant à la famille des grands prêtres de Memphis, avec laquelle les Ptolémées auraient noué des relations matrimoniales dès la fin du IIe siècle. Les indices sont ténus et n'ont rien de décisif, mais quand bien même l'information serait vraie, elle n'expliquerait pas grand-chose. La langue est affaire d'éducation, pas de naissance. Car Cléopâtre naît au sein de la dynastie Lagide, c'est-à-dire dans un milieu de Macédoniens de culture grecque, dynastie qui règne sur l'Égypte depuis plus de 3 siècles. Rien n'indique que Cléopâtre ait été éduquée ailleurs qu'à la cour d'Alexandrie, et aucun des auteurs anciens, qui lui sont pourtant tous hostiles, n'en fait une semi-indigène. La propagande d'Octave la présente volontiers comme l'égyptienne pour la dévaloriser, en même temps que son amant, car le racisme des Grecs et des Romains à l'égard des peuples barbares atteint son paroxysme envers les Égyptiens, même s'il existe aussi une tradition ancienne, elle remonte à Hérodote et à Platon, qui louent leur sagesse et l'antiquité de leur civilisation et de leurs dieux. Dans le discours habituel, les Égyptiens sont considérés comme peu fiables, méchants, décadents et accusés des pires pratiques. Les Romains sont particulièrement choqués par le culte de dieux mi-hommes, mi-animaux, par les mariages incestueux entre frères et sœurs
et ils accusent volontiers les Égyptiens de cannibalisme. Si la mère de Cléopâtre avait été notoirement égyptienne, ses adversaires ne l'auraient probablement pas passé sous silence. On doit donc écarter cette hypothèse. Dans son testament, Ptolémée XII ne craint pas de confier sa succession à Cléopâtre, associée à son frère plus jeune, preuve que pour lui, soit la légitimité de sa naissance n'est pas en cause, soit elle n'a aucune importance. Il n'a de toute façon pas le choix, puisqu'il n'a pas d'autre enfant. Les plus farouches adversaires de Cléopâtre ne reprennent jamais cette accusation de bâtardise qui risque d'être douteuse. De plus, elle est née presque un an avant que Tryphéna ne disparaisse des documents officiels. Si Arsinoé et les 2 jeunes frères sont sûrement nés d'une autre femme, le doute est permis pour Cléopâtre. Enfin, quand bien même elle serait fille d'une autre épouse ou concubine, il est peu probable que celle-ci soit égyptienne. Les Lagides conservent une très haute opinion de leur supériorité face aux barbares, notamment face aux Égyptiens. Ils ont pratiqué l'endogamie la plus stricte, allant jusqu'au mariage consanguin jugé incestueux par les autres peuples, et on peut douter qu'ils se soient ainsi mêlés à des indigènes barbares. Si Cléopâtre, Arsinoé et les 2 jeunes Ptolémée ont été jugés dignes d'être élevés à la cour et instruits comme des princes lagides, il a tout lieu de croire que leur mère était membre de la haute aristocratie gréco-macédonienne gravitant à la cour d'Alexandrie. Écartons donc, sans trop d'hésitation, l'idée d'une Cléopâtre africaine ou même égyptienne que rien ne favorise. Si elle n'est pas la fille de Tryphéna, elle est née d'une autre épouse de Ptolémée XII, peut-être avant qu'il ne l'épouse officiellement, mais cela n'entache en rien sa légitimité. Une éducation soignée. Sur l'éducation de Cléopâtre, nous ne savons rien de précis en dehors des poncifs habituels sur les femmes de pouvoir. La tradition de culture des cours hellénistiques, et en particulier de celle d'Alexandrie, devait lui faciliter l'accès aux meilleurs maîtres. Mais la seule indication précise serait une maîtrise exceptionnelle de nombreuses langues. Le texte de Plutarque qui évoque ce don n'est pas sans difficulté. Il n'y avait que peu de barbares avec lesquels elle ait besoin d'un interprète. Elle donnait elle-même ses réponses à la plupart d'entre eux, éthiopiens, troglodytes, hébreux, arabes, syriens, mèdes, parthes. Elle connaissait beaucoup d'autres langues, dit-on, alors que les rois qui l'avaient précédée n'avaient pas même daigné apprendre l'égyptien et que certains ne savaient même plus le macédonien. Beaucoup d'auteurs modernes, y compris les plus sérieux, ont pris ce texte isolé comme véridique sans s'étonner de quelques renseignements surprenants. Notons d'abord qu'aucune langue n'est citée dans la première énumération, mais seulement des peuples rangés du sud au nord-est. Mais il faut commencer par la seconde phrase où il est question de langue. Contrairement à ce qu'on lui fait dire, Plutarque n'écrit pas que Cléopâtre connaît l'égyptien, mais que ses ancêtres n'avaient jamais pris la peine de l'apprendre. Faut-il en déduire qu'elle se distingue d'eux et qu'elle connaît l'égyptien? Peut-être, mais Plutarque ne le dit pas explicitement. Il veut surtout souligner une différence essentielle entre Cléopâtre et ses ancêtres. Elle a appris les langues de peuples lointains, eux qui n'avaient même pas appris la langue du peuple qu'ils gouvernaient. Pour le macédonien, on peut rester circonspect. Plutarque n'est pas historien des langues, sinon il saurait que ce dialecte grec, je parle du macédonien antique, car le macédonien actuel, une langue slave proche du bulgare, n'a rien à voir avec lui, dont on possède si peu de témoignages qu'on ne sait pas exactement comment le classer. Dialecte grec ou langue indépendante, a toutes les chances d'avoir disparu à l'époque hellénistique, au moment où les dialectes grecs s'effacent partout au profit d'une langue commune, la koiné, issue pour l'essentiel du grec attique. Reprocher à Cléopâtre d'avoir oublié le macédonien, c'est à peu près comme regretter qu'Emmanuel Macron ne parle pas le picard du temps de Louis XV. Pour les peuples cités dans la phrase précédente, Plutarque ne semble guère en savoir plus long. Les Éthiopiens d'abord. Qui sont-ils?
Le terme est utilisé dans les textes anciens pour désigner toutes les populations noires d'Afrique, de l'Éthiopie actuelle au sud du Maroc. Ils parlent des langues très diverses, et il est douteux que Cléopâtre les maîtrise toutes. Admettons qu'il ne s'agisse que des Éthiopiens actuels. Ils parlent le guèze, une langue sémitique dont on possède des témoignages un peu plus tardifs. Pour les troglodytes, un peuple désigné par son mode de vie, Strabon, utilisant un voyageur du IIe siècle avant notre ère, Agatharchide de Cnide, indique qu'ils habitaient non loin des rives de la mer Rouge, sur la rive opposée à celle des Arabes, donc sur la côte soudanaise ou érythréenne actuelle. Diodore de Sicile suit la même opinion, mais Hérodote les situait à proximité des Garamantes, c'est-à-dire dans le Faisan actuel, dans le sud-ouest de la Libye. Pline l'Ancien les cite aussi juste avant ce peuple. Cela les a fait identifier au tout bout du Tibesti. Le plus curieux est de créditer Cléopâtre de la maîtrise de leur langue, alors que tous les auteurs anciens soulignent qu'ils sont privés de l'usage de la parole. Ainsi, Pline affirme « Ils ont un grincement, point de voix, et ils sont privés du commerce de la parole et se contentent de pousser des cris. » Pour les Hébreux, comme pour les Mèdes d'ailleurs, Plutarque témoigne d'un archaïsme surprenant. Il désigne ainsi les Juifs ou les Judéens, et leur langue n'est pas l'hébreu mais l'araméen, puisqu'à cette époque, l'hébreu n'est plus guère compris que dans certains cercles rabbiniques cultivés. On a traduit la Bible en grec à Alexandrie, justement parce que les Juifs ne pouvaient plus la lire dans le texte et les prédicateurs la lisaient à haute voix dans une sorte de paraphrase en araméen, ce qu'on nomme un targoum. La langue de la Judée comme de toute la Syrie est depuis longtemps l'araméen, en plus du grec. Même Philon d'Alexandrie, philosophe juif qui vit un demi-siècle après Cléopâtre, ne savait pas l'hébreu. Pour les Arabes, Plutarque désigne ainsi, selon l'usage antique, tous les peuples nomades. Aucun ne parle l'arabe proprement dit, mais une grande variété de dialectes sémitiques, que les spécialistes distinguent entre nord-arabique et sud-arabique. Ne s'agirait-il ici que du dialecte parlé par les Nabatéens? Ceux-ci écrivent en araméen comme tous les habitants de la Syrie, mais dans un alphabet différent, et ils fréquentent le royaume de Cléopâtre. Plutarque oublie le phénicien. Sait-il qu'il est sorti de l'usage écrit au début du 1er siècle? Pourtant, il reste parlé à l'époque de Cléopâtre. Pour le Mède, ce n'est que du perse, et l'appellation Mède fleure bon l'archaïsme. Quant aux Parthes, ils parlent de fait le parthe, mais le plus grand nombre des habitants de leur empire parlent l'araméen. Enfin, n'oublions pas que Plutarque précise que Cléopâtre connaissait beaucoup d'autres langues encore. On aimerait savoir lesquelles. Le renseignement donné par Plutarque paraît en réalité suspect à bien des égards. D'abord parce que c'est un trait que l'on prête à quelque autre souverain que l'on veut peindre comme barbare. Ainsi, Mithridate VI du Pont aurait parlé plus de 22 ou 25 langues, toutes celles des peuples sur lesquels il régnait. Comme chef de guerre, il pouvait en avoir l'usage à des fins de commandement ou pour soigner son image. Pour Cléopâtre, il s'agit de langues parlées au loin par des peuples exotiques qu'elle ne devait guère avoir l'occasion de rencontrer. Les Grecs portent si haut l'estime qu'ils ont de leur propre culture qu'ils sont bien peu portés à apprendre les langues des barbares. Ce n'est pas un hasard si, au dire de Plutarque, les Lagides auraient négligé de parler la langue des indigènes de leur royaume. Quel est l'environnement linguistique de Cléopâtre? Alexandrie est grecque, mais on devait y entendre des langues diverses, comme dans toute grande cité cosmopolite. Lesquelles présentaient un intérêt pour Cléopâtre. En dehors du grec, sa langue maternelle, le latin pouvait être utile, puisque le royaume est entièrement dominé par Rome. Tous les Romains cultivés maîtrisaient le grec, mais le latin permettait de participer aux conversations entre Romains,
de lire les documents officiels comme le texte original des Senatus Consultes. L'égyptien est naturellement commun, puisque c'est la langue de l'écrasante majorité de la population, la langue des prêtres, avec lesquels Cléopâtre entretient des relations fréquentes. En dehors de ces trois langues, on devait souvent entendre parler araméen, les marchands étant nombreux à fréquenter Alexandrie et le plat pays égyptien. Cléopâtre a-t-elle l'usage d'autres langues? La reine a-t-elle besoin de s'abaisser à parler la langue des ambassadeurs en visite? Certes pas. Et si Cléopâtre parlait d'autres langues que le grec, elle n'en faisait sans doute qu'un usage limité. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'ait pas eu une vraie curiosité, et pourquoi pas un don, pour les langues. Et le renseignement de Plutarque peut traduire quelque chose en ce sens. Mais cela peut aussi relever du portrait convenu du chef barbare, et peut-être faut-il ranger ce genre de renseignement au rayon des poncifs qui agrémente à peu de frais le portrait de la reine. Quant au reste de son éducation, personne n'en parle, car on se soucie peu de l'éducation des filles. Cependant, le rôle joué par les femmes depuis longtemps à la tête du royaume justifie qu'on leur ait donné une éducation peu différente, au moins intellectuellement, de celle des garçons. Les Lagides avaient à leur disposition une nuée de savants, même si le musée ne jouait plus le rôle qui avait été le sien au IIIe et IIe siècle. Après que Ptolémée VIII eut chassé les savants en 145-144, car il les jugeait trop favorables à sa sœur épouse et adversaire politique Cléopâtre II, ils étaient revenus dans les années 80. Ptolémée XII pouvait donc en user à sa guise pour l'éducation de ses enfants. Cléopâtre en a probablement profité, étudiant la littérature, la rhétorique, l'histoire, la philosophie et les mathématiques. On ignore tout de sa culture réelle et le peu que l'on devine se rapporte surtout à l'histoire de ses ancêtres qu'elle a dû explorer avec soin. Intelligente et sans aucun doute bonne observatrice de son entourage, elle dut apprendre beaucoup par elle-même du spectacle de la cour. Elle est encore enfant lorsque son père est chassé du pouvoir, adolescente lorsqu'il est rétabli par les Romains dans les conditions humiliantes que l'on exposera plus loin, jeune fille de 18-19 ans lorsqu'elle hérite du pouvoir avec son frère cadet. Pour peu qu'elle ait une connaissance précise de l'histoire de sa famille depuis la fondation du royaume par Ptolémée Ier, sa formation politique se constituait jour après jour au gré des péripéties d'un règne chaotique. Mais la tradition a tout de même conservé son intérêt pour certaines sciences. L'observatrice du déclin. Observatrice de son temps, Cléopâtre pouvait constater combien la situation du royaume tranchait avec ce qu'elle avait appris de son histoire par les leçons de ses maîtres ou dans les livres. Comme devait lui paraître lointain le temps où son ancêtre Ptolémée, fils de Lagos, compagnon d'Alexandre, se faisait attribuer le gouvernement de la satrapie d'Égypte à la mort du conquérant, y détournait le convoi funèbre du héros jusqu'à Alexandrie et ajoutait sans hésiter à son royaume la plus grande partie de la Syrie, Chypre, la Cyrénaïque, des districts de l'Asie mineure et quelques îles de l'Égée avant de prendre comme d'autres le titre de roi. En dépit des combats qui agitèrent le Proche-Orient pendant un demi-siècle avant que la situation ne se stabilise, vers 280-276, personne ne put sérieusement menacer sa domination sur l'essentiel de son royaume. La situation reste à peu près identique durant tout le IIIe siècle, malgré des variations marginales en Asie mineure ou dans les Cyclades, et surtout plusieurs guerres avec ses rivaux séleucides de Syrie, soucieux de récupérer l'ensemble de la Syrie comme cela leur avait été accordé en 301. Quelques expéditions brillantes, jusqu'en Mésopotamie en 246 par exemple, mais sans lendemain, purent laisser espérer de nouveaux accroissements territoriaux, mais globalement, le royaume des Lagides se maintint intact pendant un peu plus d'un siècle.
Si l'Égypte en constitue le fleuron, il s'agit d'un royaume méditerranéen composite étendu tout autour du bassin oriental, mais aussi en Égée et dans la mer Rouge. Un premier recul sensible se produisit autour de 200. D'une part, le Séleucide Antiochos III parvint à s'emparer entre 200 et 198 de l'ensemble de la Syrie du Sud, y compris la Judée, et à fixer la nouvelle frontière entre les deux royaumes au sud de Gaza, alors qu'elle se situait jusque-là au nord de Damas et de Tripoli au Liban. D'autre part, une expédition du même Antiochos III en Asie mineure méridionale chassa les ancêtres de Cléopâtre de Cilicie, de Pamphylie, de Lycie, c'est-à-dire d'à peu près toutes leurs possessions dans la région, 197-195, tandis que Philippe V de Macédoine s'emparait des possessions de Thrace, 200. Le vaste royaume maritime qu'ils avaient construit se réduisait désormais à l'Égypte, à Chypre et à la Cyrénaïque, ce qui n'était pas rien malgré tout. Les malheurs ne semblaient pas devoir cesser. En 168, le Séleucide Antiochos IV était arrivé avec son armée sous les murs d'Alexandrie même. La capitale lagide n'avait été sauvée in extremis que par l'intervention d'un légat romain de passage qui avait fait comprendre à Antiochos IV que Rome ne le laisserait pas s'emparer du royaume rival. C'est la célèbre journée d'Éleusis, du nom du faubourg de la capitale où se situe la rencontre. Cela n'empêcha pas les Lagides d'intervenir souvent en Syrie dans les décennies suivantes et d'y disposer d'un réel pouvoir de nuisance, mais sans réussir à reconquérir les territoires perdus. La principale menace pour le royaume venait de l'intérieur et elle était double. Des rébellions intérieures avaient porté à plusieurs reprises des pharaons indigènes au pouvoir en Thébaïde, parfois pour une longue durée. Ainsi, Erwénéfer, puis Ankhouénéfer avaient contrôlé Thèbes de 206 à 186. Un certain Dionysios Pétosarapis, homme de cour, parvint à semer le trouble vers 165, mobilisant sans peine parmi les indigènes, sans qu'on sache comment se termina l'aventure et sans qu'il assumât le titre de pharaon. À l'été ou l'automne 131, à nouveau un Égyptien, Arsiès, en Thébaïde, prit ce titre. Pharaon, fils d'Isis, fils d'Osiris, et, obligé de se réfugier dans la grande oasis à El-Ibé, y régna au moins un an plein. En plus de ces menaces indigènes, l'unité du royaume fut désormais souvent remise en cause par des querelles dynastiques qui conduisirent des frères à se dresser les uns contre les autres et à régner concurremment à Alexandrie, à Chypre ou à Cyrène. La mort de l'un ou de l'autre permettait de refaire l'unité pour un temps, mais tout cela contribuait à un affaiblissement considérable du pouvoir royal. L'omniprésence de Rome, qui avait commencé à s'implanter en Macédoine et en Grèce balkanique vers 148-146, puis qui avait créé la province d'Asie en 133, en acceptant le legs du royaume de Pergame par son dernier roi, Attale III, se faisait de plus en plus sentir. Ainsi, la menace de léguer leur royaume à Rome sembla à bien des souverains de Méditerranée orientale un moyen de décourager leurs opposants de les faire assassiner. C'est ce que fit Ptolémée Apion, un fils illégitime de Ptolémée VIII qui régnait à Cyrène et dont Rome n'hésita pas à accepter l'héritage lorsqu'il mourut en 96. Elle renonça à l'annexion et proclama la liberté de Cyrène. La province ne fut créée qu'en 75-74, mais le royaume perdait l'un de ses derniers fleurons extérieurs. C'est probablement aussi ce que fit Ptolémée X en 88, mais là, Rome hésita. Sans être militairement présente, Rome pesait de tout son poids dans la vie des royaumes. L'Égypte n'y échappait pas puisque dès 168, Ptolémée VI avait sauvé sa capitale de la conquête séleucide grâce à l'intervention romaine et que les divers prétendants en lutte les uns contre les autres
n'hésitèrent pas à demander l'arbitrage de Rome en 163, en 162, en 154, bien avant les drames du Ier siècle. La réduction progressive de l'étendue du royaume des Lagides ou son partage entre plusieurs prétendants faisait de plus en plus de ceux-ci des rois de la seule Égypte. Eux qui ne s'étaient jamais présentés comme rois d'Égypte et qui n'avaient jamais porté ce titre, car la royauté hellénistique n'est pas territoriale mais personnelle, on est le roi Ptolémée, pas le roi d'Égypte, voyaient peu à peu leur souveraineté se borner de facto à ce seul territoire. Telle était la situation lorsque Cléopâtre vit le jour, fin 70 ou début 69, et elle en fut rapidement consciente lorsqu'elle atteignit l'âge de s'intéresser aux affaires, comme le montrent certains aspects de sa politique. Il est sans doute un autre pan de cette histoire que Cléopâtre doit avoir retenu: la place des femmes dans l'histoire du royaume. Elle connaissait le rôle qu'avait joué Arsinoé II, 316-270, l'épouse de Ptolémée II, la première à franchir l'interdit de l'inceste en épousant son frère, après avoir été veuve 2 fois, dont l'une de son demi-frère Ptolémée Kéronos, roi de Macédoine, en l'utilisant à des fins de propagande politico-religieuse. Le couple royal devenait une sorte de double terrestre du couple divin Osiris-Isis. Morte avant son frère époux, elle fut rangée au nombre des déesses avant que le roi, devenu le veuf d'une déesse, ne soit à son tour divinisé de son vivant, le premier de sa dynastie. Elle pouvait aussi avoir le souvenir de Bérénice II, vers 265 vers 221, l'épouse de Ptolémée III, qui fut la première à obtenir des émissions monétaires à sa seule effigie et qui avait fait le vœu de consacrer sa chevelure à Aphrodite si son époux revenait sain et sauf de son expédition en Syrie, 246. Elle réalisa son vœu à son retour, mais la mèche de cheveux disparut mystérieusement et l'astronome de la cour, Conon de Samos, en donna une explication plus poétique que scientifique. La déesse, ravie de l'offrande, l'aurait placée au firmament, où la chevelure de Bérénice était devenue une constellation. Le grand poète Callimaque, par ailleurs chef de la bibliothèque d'Alexandrie, avait célébré l'événement par un poème que Cléopâtre pouvait lire. Mais ces reines, aussi célébrées qu'elles aient été par leurs époux, n'apparaissaient pas avoir eu de rôle politique visible, ce qui ne fut plus le cas à partir du IIe siècle. L'idée qu'une femme puisse régner seule semble avoir fait horreur aux anciens. Pourtant, les exemples ne manquent pas de reines qui régnèrent effectivement. La première avait été Cléopâtre Ier, une Séleucide, la fille d'Antiochos III de Syrie, devenue membre de la dynastie Lagide en épousant Ptolémée V Épiphane en 193, en conclusion d'une longue guerre où les Lagides avaient beaucoup perdu. Si pendant le règne de son époux elle paraît souvent associée à lui dans des dédicaces, son nom n'apparaît jamais dans les édits royaux, datés et promulgués par le seul Ptolémée V. Mais après la mort de son époux en 180, tutrice de son fils mineur Ptolémée VI, elle est mentionnée en tête des actes avant le roi. On trouve ainsi la formule « sous le règne de Cléopâtre la reine et de Ptolémée le roi ». De même, des monnaies portent l'image de la reine au droit, la face principale, le portrait du roi au revers. Plus tard, Ptolémée VI associe étroitement sa sœur épouse Cléopâtre II à son règne, mais elle apparaît toujours en second, derrière le roi. Après la mort de celui-ci en 145, son frère cadet, Ptolémée VIII, qui régnait à Cyrène, lui succéda sans difficulté. Mais son règne marque un changement majeur par le rôle qu'y jouèrent les reines. Une grande partie du règne opposa en effet Ptolémée VIII à Cléopâtre II, sa sœur, veuve de son frère aîné qui l'épouse à son tour. Tandis que Cléopâtre III, fille de la précédente et de Ptolémée VI que Ptolémée VIII épouse aussi, devenant officiellement bigame, soutient son époux.
Dans les phases de réconciliation, le roi et les deux règnes co-signent les édits royaux, comme le long édit de 118 accordant l'amnistie pour toute une série de délits. Plus remarquable encore, lorsque Cléopâtre II, en 132, fuit Alexandrie et se réfugie en Thébaïde, elle date ses documents de ses seules années de règne. Lorsqu'elle rentre à Alexandrie, en obligeant Ptolémée VIII et Cléopâtre III à la fuite, les Alexandrins la proclament reine seule jusqu'en 126. Il semble que cette ascension des femmes vers le pouvoir soit inéluctable. Dans son testament, Ptolémée VIII, qui meurt en 116, lègue son royaume à sa nièce épouse Cléopâtre III, avec la liberté d'épouser qui elle voudra. Si cette version est vraie, car Porphyre en donne une autre, le lègue à Cléopâtre III et à ses deux fils, ce serait le premier exemple de transmission du royaume à une femme. Cléopâtre III règne avec son fils cadet Ptolémée X, avant que la foule ne lui impose de régner avec son fils aîné, Ptolémée IX. Sa vie très agitée nécessiterait un volume entier sans qu'on soit toujours sûr de saisir les objectifs qu'elle poursuit, puisqu'on la retrouve guerroyant à Chypre, en Syrie et en Égypte au gré d'alliances aussi hasardeuses que fragiles. À partir de là, il devient courant d'utiliser des formules qui semblent placer le roi et la reine à égalité, du style « par ordre des rois », les rois basileis désignant le roi et la reine. Un pas de plus est franchi en 81. Ptolémée IX nomme sa fille Cléopâtre Bérénice III seule héritière, prétextant que ses deux fils, dont le père de Cléopâtre VII, la nôtre, sont illégitimes puisque nés d'une concubine. Et de fait, elle règne seule durant 6 mois, avant d'épouser le fils de Ptolémée X sous la pression du romain Sylla. Son nouvel époux, Ptolémée XI, l'a fait assassiner sur le champ. Erreur funeste, car la popularité de la reine était telle à Alexandrie que la foule se souleva et lyncha le jeune roi, laissant ainsi la place à son cousin Ptolémée XII, le propre père de Cléopâtre. On le voit, Cléopâtre l'ultime avait de quoi méditer sur le rôle des femmes dans la politique du royaume et, plus largement, sur les réussites et les échecs de ses ancêtres. Quelques-unes étaient mortes tragiquement, comme Cléopâtre III, assassinée par son propre fils Ptolémée X, ou Bérénice III, tuée par son époux, mais elle pouvait aussi en tirer la conclusion que mieux valait prendre les devants. En tout cas, son nom était déjà chargé à lui seul d'une histoire tumultueuse et tragique. Chapitre 2. Le dernier royaume. Lorsque Cléopâtre voit le jour, la dynastie dont elle est issue est en passe d'être la dernière à survivre parmi celles qui peuvent se prévaloir d'un ancêtre compagnon d'Alexandre. Alors que les rois de Macédoine ont disparu dès 167 et ceux de Pergame en 133, ceux d'Antioche de Syrie, les Séleucides, ont laissé le royaume presque entier passer sous le contrôle des Arméniens du roi Tigrane en 84. Quelques mois avant la naissance de Cléopâtre, Tigrane évacue la Syrie où le romain Lucullus rétablit sur le trône 2 rejetons séleucides, Antiochos XIII et Philippe II. Avant que Cléopâtre ait atteint 5 ans, ils avaient l'un et l'autre été assassinés par des chefs locaux. Pompée le Grand, successeur de Lucullus en Orient, décida d'annexer à Rome ce qui restait du royaume pour créer une province de Syrie, 64, estimant qu'il n'était pas judicieux de rendre leur royaume à ceux qui n'avaient pas su le défendre. Désormais, les Lagides seuls pouvaient se présenter en héritiers d'Alexandre et de ses compagnons. L'éruption de Rome. L'enfance de Cléopâtre se déroule dans un monde en plein bouleversement, où le royaume lagide traverse une série d'épreuves dues autant à des crises internes qu'à des conflits extérieurs.
Sans entrer dans le détail d'une vie politique, militaire et diplomatique agitée et complexe, il faut au moins mettre en relief les grands équilibres nouveaux qui s'établissent, ceux que trouvera la jeune souveraine à son avènement. Si enfant, elle resta probablement ignorante des dessous de la vie politique à Alexandrie. Adolescente, elle dut rapidement comprendre quels enjeux essentiels avaient à défendre le souverain et quel rôle jouait Rome dans l'ensemble de la Méditerranée. Cléopâtre n'ignorait sans doute rien de l'histoire de la dynastie. Elle savait donc que depuis plus d'un siècle, précisément depuis 176, les crises de succession s'enchaînaient, avec d'incessants combats entre frères, sœurs et enfants rivaux. La succession par ordre de primogéniture mâle s'était théoriquement imposée, mais les tentatives d'usurpation avaient été multiples. Chaque crise ne trouvait d'issue que par la mort de l'un ou de plusieurs des compétiteurs. L'histoire apprenait à la jeune fille à se méfier de tous. Le demi-siècle qui précède sa naissance est ainsi plein de ces intrigues au sein de la famille Lagide, de règlements de comptes sanglants, de manœuvres et de trahisons. Quelques épisodes majeurs furent propres à convaincre Cléopâtre d'être impitoyable. Après le très long règne de Ptolémée VIII, 170-116, Ptolémée IX Sotère II, dit Latyros Pois Chiche, succéda à son propre père. Mais dès 114-113 dut accepter de céder Chypre à son frère cadet, Ptolémée X Alexandre Ier Philométor. Leur mère commune, Cléopâtre III, fit néanmoins déposer son fils aîné dès 107 et rappela Ptolémée X de Chypre pour qu'il régnât à la fois à Chypre et en Égypte. À la suite d'intrigues dont le détail ne mérite pas d'être signalé ici, le fils fit assassiner sa mère, septembre 101. La guerre sans merci entre les deux frères se termina par la mort de Ptolémée X. Ptolémée IX en profita pour reprendre le pouvoir à Alexandrie, pouvoir qu'il conserva jusqu'à sa mort, fin décembre 81. Il avait associé sa fille Cléopâtre Bérénice III comme co-régente, probablement avant avril 81, puisqu'un texte du 22 avril 80, 13 Farmouti, est daté de l'an 2 de la reine Cléopâtre Bérénice. Celle-ci se retrouva donc seule reine pendant 6 mois, entre la mort de son père et le choix d'un successeur par Rome. Car c'est Rome qui mit fin à cette situation en imposant un nouveau roi. Le règne solitaire d'une femme devait paraître à Cléopâtre un précédent digne d'intérêt, même si elle regrettait sans doute l'intervention brutale de Rome. D'autant que Rome ne choisit pas l'un des deux fils de Ptolémée IX, dont l'un était le propre père de Cléopâtre, mais le fils de Ptolémée X, Ptolémée XI Alexandre II, qui était un protégé du romain Sylla. Mais Ptolémée XI fit assassiner son épouse très populaire, Cléopâtre Bérénice III, avant d'être lui-même égorgé dans un gymnase d'Alexandrie. Le règne n'avait pas duré plus de 18 ou 19 jours. On était au début de l'été 80. Rome ne réussissait donc pas toujours, pouvait conclure Cléopâtre. Mais une menace planait, l'annexion, que Rome pouvait légitimer en invoquant un testament réel ou supposé. En 96, elle avait accepté le legs de Ptolémée Apion, un fils illégitime de Ptolémée VIII qui régnait à Cyrène, et elle avait fait de la Cyrénaïque une nouvelle province romaine en 75. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.